Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien ce soir. Qu'est-ce que vous racontez de beau? 20h03, j'ai un peu de retard, désolé. C'était un peu la course aujourd'hui pour moi. Bonsoir Telly, bonsoir Snacky. Snackig d'ailleurs plutôt, parce qu'il y a un G à la fin. Bonsoir Yara, salut Pierre. Salut I'll back again. Je vois que vous partez directement sur Rafa. Peut-être que vous voulez aborder le sujet. Est-ce qu'on parle de ça ce soir? Je devais avoir avec moi notre ami Charles Zinstenstuhl, mais il a une commission d'enquête de dernière seconde et malheureusement il peut pas être parmi nous ce soir. Donc on va remettre une date pour qu'il puisse venir. Je profite pour boire un petit verre parce que ce matin j'étais dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale pour poser salut Bertrand. Ce matin, j'étais à l'Assemblée nationale pour poser la question au ministre sur un sujet extrêmement important qui est l'accès à la psychiatrie dans la circonscription dans laquelle je suis élu, puisque c'est extrêmement compliqué. Et puis après, salut Cristal Grain. Après, je suis parti en circonscription. Il y avait le passage de la flamme olympique dans une commune de ma circonscription qui s'appelle La Romagne. Peut-être que vous connaissez la Romagne, parce que c'est une petite commune, mais avec un club de tennis de table extrêmement connu, qui a été champion d'Europe il y a quelques années. Justement, le passage de la flamme olympique sur la thématique du tennis de table, du ping-pong. Et puis là, je suis de retour à l'Assemblée nationale, et ce soir, je serai dans l'hémicycle pour le débat fin de vie. Donc voilà. Et je viens d'arriver, je me dis, bah, maintenant, je vais faire un petit tour vite fait sur Twitch pour faire le Bourbon sans filtre et essayer de répondre à vos questions. Voilà, donc je vois que l'un des sujets que vous mettez en avant, le premier, c'est Rafa. Euh, I'm back again. Quand tu parles de Rafa, euh, c'est quoi exactement ta question? Est-ce que ta question, c'est ce qui se passe là-bas? C'est ce qui s'est passé cet après-midi dans l'hémicycle. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Et vous rappeler que demain, il y aura une émission spéciale qui ne sera pas une émission de Bourbon sans filtre, mais qui sera un échange avec Telly, qui est d'ailleurs présente ce soir. Et on va parler des sujets qui intéressent Telly. Je crois qu'on va parler un peu de jeux vidéo et on va parler de quelques autres thématiques. Mais je vous dis rien ce soir parce que sinon, on va commencer à ouvrir le sujet et ouvrir le débat. Et demain, on n'aura pas l'occasion justement d'échanger avec vous là-dessus. Donc, euh, donc voilà. Certains élus français ferment les yeux sur les violences israéliennes. Exactement, on va rien spoiler. Je voudrais pas que tu finisses aux urgences à cause de moi, Teddy. Non, non. L'échange que nous avons ensemble sur Twitch, c'est demain. C'est demain. Ne t'inquiète pas. Mais par contre, c'est demain à 20h. Donc, on va s'arranger pour préparer ça et pour que on puisse faire un beau stream. Mais voilà, c'est pas ce soir, c'est demain. Ne finis pas aux urgences, ça serait quand même bien dommage. Donc, I'm Back Again, tu abordes le sujet de certains élus qui ferment les yeux, selon tes propos, sur les violences israéliennes. C'est un sujet extrêmement compliqué, ce qui se passe aujourd'hui entre Israël et certains territoires qui aspirent à créer la Palestine. Reste à savoir de quelle zone géographique est définie la Palestine. En gros, est-ce que c'est une solution à un seul État unique ou est-ce que c'est la solution à deux États? Non, c'est pas une langue de bois. J'y arrive pas trop parce que c'est loin. Je regarde mon téléphone. Des Zaid. Voilà. C'est pas. Tu sais, quand on est un modéré comme moi, la notion de facile, de simple, n'existe pas trop. Finalement, tout est compliqué. Tout est compliqué. Si c'était simple, si les choses étaient simples, ça ferait bien longtemps qu'elles seraient résolues. Et je crois que dire c'est facile, il suffit de deux petits points,
faire quelque chose, euh, c'est compliqué. Je vais essayer d'exprimer de façon assez précise ma pensée et la vision qui est la mienne. Je vais partir à partir de ce qui s'est passé le 7 octobre, parce qu'on pourrait même remonter plus loin, mais le 7 octobre, il y a un groupe terroriste qui s'appelle le Hamas, qui a réalisé des actions qui sont des crimes, qui sont un attentat envers des populations civiles israéliennes. Cette action, elle est pas du tout acceptable. Et je crois qu'on devrait tous et toutes avoir ce propos-là. Moi, je suis très attaché aussi à ce que les otages aujourd'hui israéliens puissent être libérés parce que ce sont des personnes civiles. Et en même temps, je crois que la réponse d'Israël qui peut répondre au fait qu'elle ait subi un attentat et donc qu'elle se défende, là-dessus, Israël a le droit de se défendre. Mais la réponse d'Israël n'est pas proportionnée. Elle n'est pas dans le cadre de ce qui est acceptable. Et justement, je crois que l'escalade est la pire des réponses par rapport à ce qui s'est passé en Israël le 7 octobre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Israël, dans sa réponse, est en train de construire une génération de personnes sur les territoires de Rafah, sur la bande de Gaza, radicalisées contre l'État d'Israël. La réponse dure en dehors d'un cadre légal, selon moi. Hein. Je pense réellement qu'aujourd'hui, la réponse n'est pas proportionnée et qu'elle n'est pas dans un cadre du droit international, crée les terroristes de demain. Et donc, la réponse d'Israël, elle n'est pas du tout au niveau de ce que ce pays devrait réaliser, ou du moins de ce que les politiques, parce que le sujet, c'est pas tant Israël, c'est plus Netanyahou. Voilà, le sujet, ce ne sont pas les Israéliens, c'est Netanyahou. Comme le sujet, ce ne sont pas les Palestiniens, c'est le Hamas. Il faut vraiment dissocier les habitants qui subissent des personnes qui prennent les décisions. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a un député à l'Assemblée nationale pendant les questions au gouvernement qui a sorti le drapeau palestinien. Moi, je pose une question extrêmement courte. Est-ce que l'action du député permettra d'apporter une réponse à la crise qui se passe entre Israël et les Palestiniens ? La réponse, elle est non. La réponse, elle est non. C'est de la com, je pense. Exactement. Et personnellement, il me semble que quand on est député, on n'est pas influenceur. Est-ce qu'aujourd'hui, ce qui s'est pas... Enfin, est-ce qu'il s'est pas... Je vais faire ma phrase. Est-ce que ce qui s'est passé à Rafah il y a quelques jours est acceptable ? Non. Non et non. Et je crois que on devrait tous et toutes demander à Netanyahou des comptes. Ce n'est pas acceptable. Mais cette discussion-là, on devrait l'avoir dans l'hémicycle. On devrait l'avoir avec force. On doit défendre la vision qui est la nôtre. Mais dans un cadre où on veut créer un débat, où on veut exprimer une pensée, et non pas pour faire un buzz. Et aujourd'hui, il y a des députés à l'Assemblée nationale qui ne vivent que par le buzz. Et la politique, c'est pas le buzz. La politique, c'est l'échange. La politique, c'est le débat. La politique, c'est la confrontation des idées. Voilà, il est content.
il a ses articles dans la presse. Bonsoir Yo-Yo. Mais ça aura rien fait bouger. Mais c'est pas parce que tous les partis faux politiques le font que je suis d'accord avec ça, Coria. J'ai ma libre pensée. Et l'expression que j'ai, c'est que si aujourd'hui on veut, à mon avis, essayer de sortir de cette situation, il faut alors, et moi c'est quelque part un peu la commande que j'ai, si je peux me permettre, même si je suis qu'un député parmi 577, c'est qu'on ait débat à l'Assemblée nationale en demandant au président de la République, au président Macron, d'intervenir, non pas envers Israël, mais envers les États-Unis d'Amérique. Il faut mettre la pression à Biden afin que le plus rapidement possible, le président Biden mette la pression à Netanyahou pour le faire plier. Il n'y a que les États-Unis d'Amérique aujourd'hui qui peuvent, à mon sens, être capables d'arrêter ce qui se passe au niveau de la bande de Gaza, au niveau de Rafah. Et vous avez peut-être entendu le président Macron il y a quelques minutes. Il est en Allemagne et il indique que... attendez, je vais mettre la vidéo. Je vais pas l'envoyer parce que il faudrait que je fasse toute la manip et que j'ai pas envie. Mais je vais la mettre dans le micro et après on aborde le sujet. Il faut que je la retrouve maintenant. Où est-ce que j'ai entendu ça? Donc là, il annonce qu'il soutient le fait... Voilà. C'est parti là. Bougez pas. Est-ce que vous en avez? Pour ce qui est de la reconnaissance de l'État palestinien, je l'ai déjà dit, nous avons toujours défendu, y compris il y a quelques années, quand plus personne n'en parlait ou n'était là pour le défendre, je le rappelle. Parfois même dans la région. Nous avons toujours défendu les deux États comme étant la solution politique, et en particulier celle qui permettait de répondre aux droits légitimes des Palestiniens aspirant à un État. Il n'y a pas de tabou pour la France et je suis totalement prêt à reconnaître un État palestinien. Mais j'ai toujours dit depuis le début, c'est ce que j'ai encore expliqué vendredi dernier à l'ensemble des ministres des Affaires étrangères de la région qui sont venus avec lesquels nous avons travaillé sur l'initiative arabe, je considère que cette reconnaissance doit arriver à un moment utile, c'est-à-dire à un moment où elle s'inscrit dans un processus où les États de la région et Israël se sont engagés et qui permet, sur la base aussi d'une réforme de l'autorité palestinienne, de produire un résultat utile. Je ne ferai pas une reconnaissance d'émotion, si je puis dire. Je pense que face à ce que nous vivons, cette émotion que nous ressentons, parce que, comme vous, je suis bouleversé par les images que nous voyons, choqué par ce que nous voyons aujourd'hui à Rafah, eh bien la réponse, elle doit être politique par la résolution, par justement l'action et le cessez-le-feu immédiat. Donc voilà ce que dit le président Macron. Il dit que la France, comme toujours d'ailleurs depuis extrêmement longtemps, je crois que le général de Gaulle abordait déjà le sujet, la France est favorable à une solution à deux États. Mais la réalité, c'est que tu ne peux pas mettre en place une solution à deux États là tout de suite maintenant. D'abord, il faut qu'il y ait le cessez-le-feu. Attendez, je coupe la sonnerie. D'abord, qu'il faut qu'il y ait le cessez-le-feu et qu'il faut qu'il y ait des personnes des deux côtés qui se mettent autour de la table pour négocier et discuter. Et clairement, il me semble, mais ça c'est qu'une analyse personnelle, que dans cette discussion, il doit y avoir ni des personnes du Hamas, ni Netanyahou. Je pense qu'on ne peut pas construire avec des personnes ou avec ces personnes-là. Je reviens à ce que j'ai vu une question sur Biden et le fait que les États-Unis sont foncièrement pro-Israël et que c'est le mettre en difficulté. Je vais faire une réponse en deux temps.
et c'est une analyse qui est personnelle. Euh, oui, oui, les États-Unis ont historiquement été foncièrement en défense d'Israël. Néanmoins, la population musulmane américaine aujourd'hui est extrêmement impactée et touchée par ce qui se passe dans la bande de Gaza et à Rafah. Et la question extrêmement compliquée pour le président Biden, c'est est-ce que s'il soutient Israël jusqu'à la fin, alors des personnes qui votent plutôt pour lui pourraient ne pas aller voter, l'amenant à perdre? C'est une question. Ou est-ce que si il va plus loin pour répondre à ses électeurs de confession musulmane, il risque de perdre d'autres électeurs qui sont profondément pro-Israël? Moi, j'ai pas la réponse. Mais c'est un sujet qui, à mon sens, doit faire beaucoup réfléchir l'équipe de campagne de Joe Biden. Et deuxième point, attention. Parce que Biden, jusqu'à présent, a quand même essayé, dans les relations avec Netanyahou, de l'amener à la raison. De ce que je lis, et peut-être tout comme vous, ce que je lis, c'est que Biden et Netanyahou ont des relations qui sont parfois compliquées. Imaginez demain si la solution elle n'est pas tranchée, si la solution n'est pas close, et que Trump est élu président de la République des États-Unis d'Amérique dans quelques mois. Comment risque d'évoluer la situation là-bas? Je pense qu'il serait mieux pour les populations qui habitent sur ces territoires-là que le dossier soit clôturé, que l'affaire soit soldée avant l'arrivée potentielle de Trump au pouvoir. Parce que sinon, j'ai peur qu'on arrive à encore une escalade plus importante. Et quand on voit déjà la souffrance aujourd'hui, que les populations civiles subissent sur la bande de Gaza, eh ben, je suis inquiet. En vrai, je suis inquiet. Vous êtes d'une naïveté qui est lâche. Ah mince. Alors attendez, il y a une question qui est passée, mais j'ai pas eu le temps de la voir. Je vais relancer sur mon tel pour la lire. Parce que j'ai cru qu'on disait que les politiques étaient lâches. Mais peut-être. Vous êtes d'une naïveté qui est lâche. Le Hamas utilise les civils comme bouclier humain. La question n'est pas est-ce qu'il y aura des morts civiles, mais plutôt est-ce que des victimes collatérales est un prix accepté pour en finir avec le Hamas? C'est une situation qui est en fait, déjà la guerre, c'est dur. Est-ce que le Hamas aujourd'hui utilise les populations civiles comme des boucliers? La réponse est oui. Est-ce que le Hamas utilise aussi certaines livraisons alimentaires pour essayer de les utiliser à leur propre intérêt? La réponse est oui. Mais est-ce que la réponse d'Israël est équilibrée? Je ne sais pas si le terme équilibré est le bon. Est-ce que aujourd'hui, la réponse d'Israël, est-ce que bombarder des populations civiles est quelque chose qui est acceptable? La réponse est non. Voilà, et moi je suis choqué. Je suis choqué par les images que j'ai vues. Et ils sont en train de nourrir, Israël est en train de nourrir les terroristes de demain. Non, le Hamas, il ne survivra pas. Le Hamas, il ne survivra pas à la condition, et c'est une condition qui est très difficile, le chemin de crête est très compliqué, où demain, et le peuple palestinien et Israël est capable de se mettre autour d'une table pour trouver une solution à deux États. Mais c'est pas en bombardant son voisin, ou c'est pas en
et en ayant une attaque terroriste qu'on résoudra le problème. Mais est-ce qu'aujourd'hui on est capable de mettre et le gouvernement israélien autour de la table et des représentants du peuple palestinien autour de la table? Je ne le crois pas. Et donc vraiment la première chose qu'il faut faire, c'est un cessez-le-feu. C'est vraiment un cessez-le-feu. Et puis après, essayer de mettre des personnes raisonnables autour de la table. Parce qu'on ne s'en sortira pas de façon s'il n'y a pas demain 2 pays. J'ai bien 2 pays, hein. C'est ce qui me différencie de certains autres partis politiques. C'est pas la Palestine to the river from the sea. C'est 2 États voisins qui se respectent et pour lequel chacun reste chez soi sans aller embêter son voisin. Non, c'est pas facile. Correa, pour moi, la meilleure solution en toute franchise pour Gaza est de revenir une région autonome israélienne. Israël est une démocratie libre, riche, très riche culturellement et tolérante. C'est le mieux pour la population palestinienne. Je n'y crois pas, Correa. Je n'y crois pas. Tu ne peux pas demander à une population contre son gré, de rester dans un pays. Je crois qu'à un moment donné, la solution, et c'est mon opinion, mais est-ce que j'ai raison? C'est compliqué, mais c'est ce que je pense là où il faudra aller. C'est que chacun ait sa propre maison, chacun ait son propre pays. Mais oui, Israël est une démocratie. Clairement. Et en aucun cas, il faut être anti-Israël. D'ailleurs, c'est interdit par la loi, je le rappelle. Voilà. Mais il me semble qu'il faut tout faire pour que des échanges puissent se construire avec des personnes qui soient prêtes à vouloir avancer vers cette solution à 2 États. Voilà, donc j'ai donné un peu mon opinion, ça a été un peu long. Je ne sais pas si vous voulez poser d'autres questions sur d'autres sujets, parce que finalement, sur un sujet tel que celui-ci, je trouve qu'il est extrêmement clivant. Et il me semble qu'on a parfois du mal à accepter que d'autres personnes puissent avoir des opinions différentes. Et d'ailleurs, je trouve que notre société a de plus en plus de mal à aborder avec sérénité des débats qui sont pas faciles, hein. Attention, ce ne sont pas des débats faciles, et il n'y a pas de positionnement ou de règles spécifiques, ou du moins il n'y a pas quelqu'un qui a raison et l'autre qui a tort. C'est un débat dans lequel chaque argument, tant qu'ils sont bien entendu des arguments selon moi respectueux des hommes et des femmes, sont entendables. Néanmoins, une fois que j'ai dit ça, j'étais tout à l'heure à la Romagne, je vous en parlais en préambule, pour la flamme qui est passée à la Romagne. Et ce que je peux vous dire, c'est que ça m'a fait chaud au cœur. Il y avait une très grande joie. Les habitants avaient tous le sourire. Il y avait beaucoup d'enfants. Et ça fait du bien dans un moment où il y a beaucoup de tensions autour de nous. Quand on allume la télévision, on voit beaucoup de souffrances, de difficultés, de voir des personnes qui ont le sourire. Et je ne vous cache pas que ça a été extrêmement intéressant. Pourquoi ils trouvent cela anormal alors que, vu la difficulté de la candidate, c'est logique en fait? Ah, j'imagine que c'est une question dessus. J'ai entendu hier soir Bardella dire à Valérie Ayé, on est en train de sortir tous les moyens de l'État pour vous sauver. Oh, la punchline politique pour essayer de gratter 2 voix. Enfin, plus ça va, et moins j'ai envie de regarder les débats politiques. Parce qu'en fait, ce sont des échanges qui visent à gagner un débat
des échanges qui visent à créer un combat, en fait. Alors qu'un débat, ça devrait être, selon moi, l'expression d'une vision sociétale. C'est quelle France je souhaite proposer aux Françaises et aux Français. Quelle société je souhaite proposer aux Françaises et aux Français. Et là, c'est plutôt quelle est la petite phrase que je peux mettre pour déstabiliser mon opposant politique. Et donc, on n'est plus dans l'expression d'une vision, on est dans un rapport de force. Et finalement, les politiques, lors de ce débat, ils sont un peu dans la même construction qu'il y a sur les réseaux sociaux, c'est la petite punchline. Et donc, ils participent quelque part à la création des tensions au sein de notre société. Finalement, le débat n'est plus là pour apaiser, il est là pour énerver. Et je le regrette. Je le regrette parce que, d'un point de vue personnel, j'ai aucun problème à ce qu'on puisse exprimer des désaccords avec moi. Et même, ça m'amène à réfléchir, à me poser des questions et peut-être même à pouvoir évoluer sur certaines positions. Par exemple, sur la corrida, les débats, les échanges que j'ai eus m'ont fait évoluer. Mais dans notre société, on n'est plus là pour débattre, on est là pour imposer sa vision. Et c'est bien ça qui est dommage. Je vois le procureur hier et Valérie l'accusait. Denis, tu devrais expliquer que les sujets sont donnés 3-4 jours en avance et qu'ils sont préparés avec les équipes de com de chaque partie où il est essentiellement étudié comment répondre et tacler l'autre. Alors, je n'ai jamais eu l'occasion de faire des débats télévisés à l'échelle nationale. Néanmoins, j'ai déjà eu l'occasion de faire des débats à l'échelle locale lors des élections législatives. Et oui, on connaît quelques jours en avance, parfois même surtout la veille, les thématiques qui sont à aborder. Mais bon, c'est très souvent les mêmes, sécurité, emploi, école. Il ne faut pas non plus se raconter des blagues. Et oui, ça se prépare. Je prépare toujours les interventions, sauf sur Twitch, Bonbon sans filtre, où j'arrive les mains dans les poches parce que vous pouvez poser les questions que vous voulez. Mais oui, ça se prépare. Mais libre à chacun de les préparer comme il le souhaite. Lorsque j'ai les sujets, je réfléchis personnellement sur la vision qui est la mienne et je l'exprime. La seule fois, finalement, lors d'un débat où j'ai réagi, avec agacement, et où j'ai dit que je n'étais pas d'accord avec la personne, et que je j'étais vraiment farouchement opposé aux propos de la personne, c'est lorsqu'on abordait le sujet de la sécurité, et où la personne de la France Insoumise qui avait en face de moi au second tour des élections législatives est revenue sur le sujet que la police tue. Voilà. Ça, ce sont par contre des punchlines, des phrases qui me mettent hors de moi. Finalement, on en revient sur les propos initiaux. C'est une punchline qui font d'éléments particuliers des généralités. Est-ce que la police est foncièrement violente ou raciste? La réponse, elle est non. Non. On catégorise les personnes. Est-ce que les musulmans ou est-ce que les immigrés sont foncièrement des délinquants? La réponse est non. Il faut arrêter de faire des raccourcis aussi rapides. Est-ce que par contre, dans la police, il y a parfois des personnes qui ont des comportements racistes? Ou est-ce qu'il y a des comportements qui ne sont pas acceptables? La réponse est oui, mais ce sont des cas particuliers. Pareil, est-ce que parfois des immigrés font des actes de délinquance? La réponse est oui. Mais c'est des cas particuliers. Il ne faut pas faire une généralité. Et toutes ces généralités, elles sont négatives pour le débat. Est-ce que tu es au courant par rapport à la sortie de Maud Bréjon qui a créé une grave polémique dans la majorité? Oui, je suis au courant. Je suis présent sur les boucles Telegram de la majorité présidentielle. Et oui, pas tout le monde partage les opinions de Maud Bréjon. Et donc, certaines personnes expriment sur les boucles de Renaissance, Telegram, le désaccord.
Moi, je vais être franc avec vous, je ne regarde pas. Ça ne m'intéresse pas. Les débats en interne pour dire ouais, ce que tu as dit, c'est pas bien, mais si c'est bien, ah ben non, c'est pas bien, ah ben si c'est bien, ah tu as raison. Et après, tu as les copains qui arrivent. Mais Maud a raison, mais machin a raison. Enfin, tu as un débat, et tu prends une bière, tu vas boire avec le gars, tu t'expliques. Ça reste entre vous deux et vous partez à autre chose. Ah, mais de toute façon, Teddy, j'ai streamé, je crois, dimanche, et moi, c'est une petite partie à streamer le débat Bardella-Attal. Dès que tu rentres dans la technicité, tu dis, bah, attendez, votre système, la double frontière, ça fonctionne comment? Donc là, là tu poses la question, tu rentres dans l'explication de leur programme. Et quand ils te sortent des explications, et tu te dis, mais en fait, le programme du Rassemblement national, c'est du marketing. C'est du marketing. Parce qu'en vrai, ce qu'ils proposent, c'est beau sur un papier. Mais dans la réalité, ça ne se met pas en œuvre. Dans mon premier emploi, il y a une personne qui disait des fois, quand on faisait des propositions irréalisables, il disait, tu parles comme dans un livre. Mais voilà, eux, ils parlent comme dans un livre. Il n'y a qu'à Faucon, si nous, on est responsabilité, vous allez voir, en 2 secondes et demie, on va résoudre le problème. Mais en vrai, est-ce que vous croyez que si les sujets étaient si simples, on ne les aurait pas déjà résolus? Bien sûr qu'on les aurait résolus. Et si on ne les a pas résolus dans l'intégralité, c'est que les sujets sont bien plus compliqués que ce qu'on peut le croire. Par rapport au texte fin de vie, j'ai vu que la Majo et le Gouv ont déposé des amendements pour établir un équilibre au texte. Est-ce que la droite et la gauche vont pas voter contre, mais pas pour les mêmes raisons? Et j'ai beaucoup de talent, Yo-Yo. Je pense que j'en ai beaucoup. Et il y en a un que j'ai malheureusement pas, c'est de voir l'avenir. C'est dommage, sinon j'aurais au loto. Mais non, je ne sais pas. Je ne le sais pas. Ce que je sais, Yo-Yo, par rapport à ce débat, c'est que, en toute transparence avec vous, c'est compliqué. C'est compliqué parce que vous avez dû entendre certains communistes qui expliquent de pourquoi du comment ils y sont pas favorables, certaines personnes de droite qui expliquent pourquoi du comment eux y sont favorables, et même au sein de la majorité, il y a des personnes qui sont favorables, d'autres qui sont pas favorables, mais dans les favorables, il y a certaines personnes qui veulent qu'on aille plus loin, d'autres qui veulent qu'on aille moins loin. Je suis incapable de vous dire sur quel texte on va déboucher. Et en vrai, je trouve que c'est l'un des plus beaux textes à travailler. Non pas sur ce qu'il y a dans le texte, attention, mais sur la capacité qu'il y a de trouver des compromis dans le débat en dehors des partis politiques. Très souvent, le vote se fait en fonction d'une position d'un groupe politique. Et là, chacun et chacune, en fonction des visions qui sont les siennes, va pouvoir voter. Et je trouve que c'est un débat d'une richesse extrêmement importante. Et je crois qu'on peut être fier, et moi je suis fier aujourd'hui, d'être député qui va participer à construire ce texte, qui sera un texte vraiment construit par le Parlement. Et je crois que rares sont les textes qui seront autant construits par le Parlement. Après, j'ai quand même vu dans la Majo que beaucoup sont favorables au rétablissement du texte. Ouais, mais ça va pas se passer comme ça, Yo-Yo. Ça va se passer amendement par amendement, article par article, vote par vote. Et là, ça va vraiment être un compromis. Ça va vraiment être un texte de construction parlementaire. Alors, bien entendu que la gauche y est plutôt favorable et la droite y est plutôt pas défavorable. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et je ne sais pas du tout ce qui va sortir. Si vous me posez la question à moi de comment je vois le texte, d'un point de vue personnel, je ne sais pas si les 5 critères qui ont été définis par le gouvernement sont les bons.
court ou moyen terme, est-ce que c'est le bon terme ou pas? D'ailleurs, ça va être un bon débat à l'Assemblée nationale. Mais la réalité, c'est que bien que je sois favorable au droit à la fin de vie, je veux pas non plus que ce soit open bar. Je souhaite que ce soit un droit, une possibilité donnée à des personnes qui souffrent et des personnes qui sont à la fin de leur vie. Je ne souhaite pas qu'une personne de 16 ans malade avec des problèmes de psychologie ou des problèmes de psychiatrie puisse en bénéficier. Je n'y crois pas parce que ça se soigne, ça peut être accompagné et peut-être que la souffrance qu'elle peut avoir à 16-17 ans sera résolue grâce au travail, grâce à l'accompagnement grâce à son travail à elle et grâce à l'accompagnement du personnel médical. Je sais pas ce que fera le Gouv. Je sais pas ce que fera le Gouv et j'ai pas envie que demain le Gouv, mais c'est une opinion personnelle, puisse commencer à nous dire mais oui mais moi je vais faire le vote voté, je vais faire le machin, je vais faire le bidule. Là c'est un texte parlementaire quoi. C'est vraiment laisser la possibilité à chacun et à chacune d'apporter sa vision, son vote, sa construction. Je le vivrais mal si demain on commençait à avoir des restrictions gouvernementales. Clairement, j'exprimerais mon désaccord. Sans l'hurler dans les médias. Et je laisse faire les autres le buzz parce que certains aiment avoir leur nom dans la presse. C'est pas mon cas. Mais j'exprimerai ma vision, mon désaccord. Comme j'ai pu le faire par le passé sur certains autres textes. Voilà, on a déjà parlé, mais sur la réforme des retraites, j'assume mes propos. Je disais, on va jusqu'au bout du vote, et si jamais le vote est négatif, on fait une dissolution de l'Assemblée nationale. Voilà. Faisons confiance au Parlement. Et après, demandons au Parlement d'assumer ses choix. C'est comme ça, c'est la vie. Quand on fait de la politique, il faut assumer les conséquences de ses positionnements. Catherine Vautrin n'est pas trop inquiète. Bah, j'en sais rien, moi, si elle inquiète, Catherine Vautrin. Je ne suis pas son collaborateur. Ouais, je ne vais pas échanger avec elle. Je rappelle que je ne fais pas partie de la commission spéciale fin de vie. Donc, je ne sais pas quelle position elle a et comment elle voit les choses. Et les médias titreront des députés expriment leur désaccord. Tu sais, les médias, ils peuvent mettre en avant que ce qu'on leur dit. Je crois qu'il y a certains collègues députés qui sont en flux direct avec les médias pour leur expliquer tout ce qui se passe. C'est pas ma méthode. Est-ce que tu penses qu'on va finir l'examen de la loi avant juin à ce stade? Les soirées sont longues. Ah, je suis désolé, Telly, si le réveil le matin est compliqué parce que tu as regardé les débats jusqu'à minuit à l'Assemblée nationale. Je suis désolé. Je ne sais pas. Je n'en sais strictement rien. De ce que j'ai pu lire sur les boucles, si on continue à la vitesse où on va, c'est mal barré. Ce qui se passe en réunion de groupe reste en réunion de groupe. Si seulement Yara. En fait, ce qui est assez terrible, c'est que parfois, je suis pas en réunion de groupe et j'ai des live tweets de journalistes qui m'expliquent ce qui se passe en réunion de groupe. Et il m'arrivait d'ailleurs une fois dans une boucle, comme quoi des fois ça m'arrive de réagir en disant aucun intérêt de venir en réunion de groupe, j'ai les synthèses en live tweets. Mais normalement, les médias n'ont pas à savoir ce qui se dit sur les boucles Telegram. Ça fait partie du secret du délibéré. Il n'est pas d'accord. Oui, je suis d'accord. Non, sur le coup, Telly, tu appelles ça du off. Moi, j'appelle ça du copier-coller. Et ce qui me dérange le pire dans cette histoire, c'est pas tant le copier-coller. C'est qu'il y a des gens qui font ça depuis des années parce que leur seul objectif, c'est de potentiellement avoir quelques articles dans la presse qui les mettent en avant. En fait, c'est un peu un deal. Je te file des éléments, ce qui se passe en interne, et en contrepartie, déjà, tu me tapes jamais. Toi, en tant que journaliste, tu ne me fais jamais de reproches envers mon action. Et dans un second temps, un jour, tu me fais un petit article positif sur une thématique que je porte pour me mettre en avant. Voilà. Et je trouve ça... c'est pas nouveau, hein. C'est la politique. Voilà, c'est comme ça. Et on doit l'accepter, c'est comme ça que ça marche. Mais voilà, moi, je m'y ferai pas.
Je crois qu'à un moment donné, dans la vie, on doit être responsable. Et ce ne sont pas les méthodes qui sont les miennes. Mais peut-être c'est pour ça que je ne fais pas partie des députés les plus visibles. Parce que justement, je règle les problèmes en interne et je n'en fais pas la promotion. Voilà, j'assume. Euh, J'attends votre question et je prends une petite boisson en attendant. Alors, est-ce que je parle de journaliste? La réponse est oui. Il m'a eu d'ailleurs d'exprimer mon ressenti sur ce qui se passe. En disant telle personne pense ça, telle personne dit ça, merci de ne pas me citer. Je pense que c'est aussi important que les journalistes puissent avoir des informations sur ce qui se passe en interne, parce que sinon, comment ils font pour en parler à nos concitoyens? Mais j'exprime uniquement mon analyse et mon ressenti. Par contre, ce que je ne fais pas, c'est de donner les expressions des personnes sans leur en parler. Et donc, je ne le fais pas parce que je ne leur parle pas. Voilà, donc j'exprime plutôt un ressenti personnel. Voilà, si on me pose la question, Denis, que penses-tu de l'élection européenne? Voilà, j'exprime, je pense que pour telle raison, ça se passe bien, je pense que pour telle raison, ça se passe pas bien, etc., etc. Mais par contre, je vais pas dire monsieur ou madame machin m'a dit que, ou voici la copie d'un message de monsieur ou de madame machin. Voilà, je pense que c'est pas une méthode à faire. Et pour la visite de l'Assemblée nationale, bien sûr, Sébastien, que j'ai fait des visites de l'Assemblée nationale. Un journaliste demande et tu réponds en disant c'est secret. Oui, il m'est arrivé, il m'est arrivé. C'est assez incroyable des fois. Hein. Bah tiens, ce matin, j'étais à un petit déjeuner avec le député, enfin l'ancien député Leonetti. Vous savez, le député Leonetti, celui qui a fait la loi Claes-Leonetti, qui était un peu le texte avant celui sur lequel on travaille. Et je vais pas vous dire son nom parce que voilà, je vais pas vous le dire, clairement pas. Mais voici ce qu'il me dit. Si je le retrouve. Hello. Si vous avez 2 minutes pour que l'on s'appelle pour parler du petit-déj avec Jean Leonetti. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment le journaliste a pu savoir que j'étais là. Et je l'ai reçu, ce message-là, à 10h23, alors que le petit-déj était de 8h30 et j'ai dû partir à 9h parce que j'avais une prise de parole dans l'hémicycle. Donc, c'est-à-dire qu'il a eu dans la matinée l'information de quelqu'un qui était présent. On n'était pas nombreux, on n'était qu'une quinzaine de députés, je pense, à peu près, de la liste des personnes qui étaient présentes. Et donc, on voit bien qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de mes collègues qui sont en flux tendu dans la transmission d'informations aux journalistes. Et est-ce que je lui ai répondu? J'ai dit on s'appelle, et puis quand je l'ai appelé, il devait être en prise, il m'a pas répondu. Donc vous verrez pas dans le journal en question une intervention de la part de Denis Masseglia. Donc ça sert à rien de chercher pour essayer de donner l'élément. Ouais, bah donc voilà la réponse. J'essaye de réfléchir, parce que je voulais dire un truc, mais j'ai oublié. J'ai oublié ce que je voulais vous dire, donc si j'ai oublié, c'est que c'était pas très important. Est-ce que vous avez suivi, vous, un peu les débats à l'Assemblée nationale sur le texte fin de vie, que ce soit en commission ou que ce soit dans l'hémicycle depuis, on est quel jour? On est mardi, depuis hier. De mon côté, j'ai fait un atelier en circonscription dans une commune qui s'appelle La Séguinière. Il y avait un peu plus de 40 personnes. Et c'était assez intéressant
parce qu'il y avait des personnes qui étaient farouchement favorables et d'autres qui étaient farouchement défavorables. D'ailleurs, il a fallu tout un Discord pour vous soutenir. Telly, je te connais un tout petit peu, pas beaucoup, mais suffisamment un tout petit peu pour te demander de te boucher les oreilles pendant quelques secondes, parce que j'ai peur que tu aies ta deuxième crise cardiaque de la soirée. La première personne lors de l'atelier qui a pris la parole, elle a commencé avec une phrase qui disait à peu près ça. C'est la deuxième fois que vous allez autoriser de tuer quelqu'un. Déjà que vous avez intégré l'IVG dans la Constitution, là maintenant vous voulez tuer nos aînés. Ça m'a un peu secoué sur le coup. Je respecte son opinion parce que en politique, c'est important d'écouter, de respecter les opinions de chacun. Vraiment. Mais alors, sur le coup, je lui ai exprimé la fierté qui était la mienne d'avoir voté l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Et j'ai également dit que j'étais peut-être pas forcément bien placé pour aborder le sujet en tant qu'homme, mais qu'il me semblait important de laisser le choix des femmes quant à leur corps. Et je suis désolé pour ta chaise, Telly. Envoie-moi la photo de la chaise à l'état initial. Je vais voir pour t'en renvoyer une autre parce que j'en suis responsable. Mais je savais que ça allait te faire mal comme ça. Oui, voilà. Mais c'est ça aussi la démocratie, la politique. C'est la capacité qu'ont chacune des personnes à exprimer. Et il faut respecter l'opinion de cette personne-là. Elle a le droit de le penser. Elle peut le penser. Et il ne m'appartient pas de lui dire qu'elle n'a pas le droit de le penser. Par contre, je peux lui exprimer mon désaccord, d'une part, et dans un second temps, rappeler que je suis le député et que donc je porte la parole des habitants de la circonscription et donc du fait majoritaire. Voilà. Et j'espère que tu t'es pas fait mal à une dent par contre, parce que ça doit être un peu dur une chaise. Est-ce que si par exemple on voudrait autoriser la fin de vie pour une gastro, le Conseil constitutionnel ne bloquerait pas? Leonetti a abordé le sujet ce matin. Il dit que du moment où on commence à autoriser la fin de vie pour un cas spécifique, alors pourrait ouvrir le sujet de l'égalité. Pourquoi certaines personnes peuvent y avoir accès ou d'autres ne peuvent pas y accès? C'est un débat important et certaines personnes disent que voter ce texte ouvre la porte vers une ouverture plus large demain de le droit moyen. Peut-être. Ce que je sais, c'est que lorsqu'on a voté pour la PMA, certaines personnes nous disaient ça y est, la PMA après la GPA, parce que la PMA c'est pour permettre aux femmes d'avoir des enfants, l'égalité, les hommes ils doivent aussi avoir des enfants, donc ce sera la GPA. C'était des arguments de personnes qui étaient défavorables à la PMA. J'ai toujours exprimé mon désaccord quant à la GPA et mon accord quant à la PMA. Je l'ai voté et force est de constater que quelques années après, ça n'a pas évolué. Finalement, le seul qui évolue, c'est moi, parce que sur la GPA, je nuance un peu plus mon propos. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis favorable à la GPA? La réponse est non. Mais, pourquoi j'y suis pas favorable? Parce que c'est, à mon sens, la capacité de personnes qui ont des moyens financiers de demander à une personne en difficulté financière de porter leur enfant contre rémunération. Et donc, je comprends ça comme le fait que des personnes qui ont des moyens puissent profiter de la détresse de personnes qui n'ont pas de moyens pour que cette personne-là puisse porter leur enfant. Si un jour,
Un texte était porté à l'Assemblée nationale pour l'autorisation de la PMA dans le cas où il n'y a pas de marchandisation financière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de versement financier, et que tout versement financier serait sanctionné, alors je réfléchirai au vote que je ferai. Ça ne veut pas dire que je voterai pour, mais je suis prêt à ouvrir le débat, alors qu'il y a quelque temps, j'étais pas prêt à l'ouvrir. Donc ça veut dire que si Le Pen au pouvoir un jour veut par exemple autoriser l'homicide sans condition commis par des policiers, ça pourrait passer. Bonsoir section rat et n'hésite pas à follow. Parce que je crois que tu me follow pas. Je dis ça mais j'en sais rien en fait. Je teste. Il faut savoir que tout ce qui est dans la loi, elle peut être enlevée et que les lois peuvent évoluer. Après, concernant le Conseil constitutionnel, par rapport à l'homicide sans condition commis par les policiers, je suis pas sûr qu'il laisse passer. Super, ben merci section. Je suis vraiment pas sûr. Voilà, il faudrait regarder la Constitution, mais je suis pas sûr que le Conseil constitue laisserait passer. En vrai, je vais exprimer un propos qui ne regarde que moi. Je m'interroge sur la capacité qu'aurait le Rassemblement national à gouverner la France. Je ne vois pas nos institutions, dans un premier temps, permettre à Madame Le Pen de mettre en œuvre une partie de son programme qui n'est pas constitutionnel. Dans un second temps, je suis assez inquiet sur la réaction d'une partie de notre Je suis assez inquiet sur la réaction d'une partie de notre population si demain Marine Le Pen était élue. Et je ne serais pas surpris, même si je suis opposé, à ce qu'il y ait des heurts au sein de nos villes. D'un point de vue personnel, je me battrai toujours contre les idées du Rassemblement national. Et je préfère perdre aux prochaines élections contre le Rassemblement national que de m'associer avec eux pour espérer garder un poste. En politique, ce qui est le plus important, ce sont les convictions et non pas les places. Mais si demain Marine Le Pen était élue au suffrage universel, j'accepterai la décision de nos concitoyens. Ça ne veut pas dire que je dirais circuler, il n'y a rien à voir. Mais à ce moment-là, alors je me poserai la question de la position que je prendrais. Oui, dans la politique fiction. Moi, je ne crois pas que Madame Le Pen soit élue en 2027. Je fais confiance à nos concitoyens. Clairement. Mais je suis un démocrate et j'accepte le choix des urnes. On ne peut pas dire j'aime la démocratie uniquement lorsque les personnes votent pour ce qu'on pense être juste. C'est ce qui fait la différence entre Jean-Luc Mélenchon et Denis Masseglia, entre la France insoumise et moi. Pour la France insoumise, un vote est juste quand il valide la vision qui est le leur. Voilà, le fait majoritaire, c'est pas toujours une décision qui me convient. Je serais surtout inquiet sur la partie de crédibilité sur les marchés financiers, dégradation des rapides des notes par exemple. Ah ben, comment dire ? Moi, je pense que si demain le Rassemblement national était au pouvoir, ça serait une catastrophe pour notre pays. Et je pense que les personnes qui seraient le plus impactées sont les personnes qui sont aujourd'hui les plus en difficulté, qui ont les plus petits revenus et qui ont du mal parfois à finir leur mois avec leurs revenus du travail. Je le crois. En réalité, imaginez quelqu'un qui a un bac plus 5 en intelligence artificielle et une personne qui travaille à l'usine pour faire exactement la même prestation.
Si l'usine ferme, la personne qui a l'usine qui fait l'opération récurrente ne trouvera pas d'employeur. Par contre, l'ingénieur en intelligence artificielle, il pourra travailler aux États-Unis, en Chine ou ailleurs. Dans le cas d'une désindustrialisation ou d'un aggravement ou d'une difficulté à l'accès à l'emploi, ce sont les personnes qui ont le moins de formation qui seront les premières impactées. Non mais justement, ce que tu dis, regarde, entre ce qu'ils disent et ce qu'ils vont faire, il y aura un pas. Je ne vois pas l'administration française, pour la connaître un tout petit peu et pour la fréquenter, laisser passer crème les idées du Rassemblement national. Clairement. Donc, je reste persuadé que voter pour le Rassemblement national, c'est faire perdre 5 ans à notre nation. C'est dégrader l'image de la France à l'international. C'est mettre en grande difficulté notre économie et en aucun cas résoudre les problèmes pour lesquels notre nation est confrontée. La France est tellement endettée suite à Macron que je suis surpris que le FMI ne mette pas la France sous tutelle. Il n'a aucune marge de manœuvre. Si, est-ce que la France est trop endettée? Moi, je pense que oui. Je veux rappeler quand même que lorsqu'on est arrivé aux responsabilités en 2017, on a fortement réduit les dépenses. Et je vous rappelle qu'entre-temps, il est passé un truc assez incroyable qui s'appelle le Covid et qui nous a amené, pour protéger les emplois, les entreprises, d'injecter massivement de l'argent. Et les analystes disent que si on n'avait pas investi autant, engagé autant, alors la situation serait encore plus catastrophique. Et alors, finalement, on aurait dépensé encore plus d'argent. Le problème de la France, parce qu'il faut aussi le dire, c'est que lorsque ça va mal, elle est capable de répondre aux difficultés. Mais lorsque ça va bien, elle a du mal à se réformer et à réduire ses dépenses. Et là, on va rentrer dans un sujet extrêmement important. C'est comment on réduit notre dépense. Et ce que je peux dire, c'est que c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'à chaque fois qu'on réduit notre dépense, il y a des personnes qui sont impactées. Mais je crois que quand on est un parti responsable, il faut prendre ces décisions qui sont difficiles. D'un point de vue personnel, j'ai fait des propositions déjà aux députés de la commission des finances dans laquelle je fais partie. Et je propose par exemple de réduire l'accompagnement financier des retraités de la SNCF. Je ne sais pas si vous connaissez, je vais regarder pour ne pas vous dire de bêtises parce que je sais qu'il y a des spécialistes ici sur le chat. Et si je dis une bêtise, vous allez me tomber dessus. C'est ça, c'est le programme 198. Je vous encourage à regarder sur Internet le bleu budgétaire du programme 198. Alors là, vous me dites, ça y est, le député, il parle maintenant dans ces phrases-là, je comprends rien à ce qu'il raconte. Donc, un bleu budgétaire, c'est un document réalisé par les services de Bercy qui explique, qui met en avant l'intégralité des dépenses pour des budgets particuliers. Le programme 198, c'est le programme qui vise à accompagner le financement des retraites pour les entreprises de transport. Et si vous ressortez le but budgétaire du programme 198 du PLF 2024, donc on a voté en automne 2023 pour le budget de 2024, les dépenses de l'État de cette année, vous verrez qu'il est prévu 3,46 milliards d'euros. 3,46 milliards d'euros, hein, ça fait donc 3, 4, 6, 1 0 et encore 6 zéros derrière. Vous voyez la somme. Pour financer une partie de la retraite de nos cheminots, des personnes qui sont retraitées de la SNCF. Moi, ça me pose un problème.
Ça me pose un problème parce que je n'arrive pas à l'expliquer. Je n'arrive pas à expliquer à l'ouvrière qui est dans l'usine Brioche Pasquier dans ma circonscription, dont le travail consiste à prendre une tarte aux pommes, de vérifier si elle est au bon poids, et si elle n'est pas au bon poids, de rajouter un morceau de pomme. Elle fait ça toute la journée. Ils sont en 2-7, c'est-à-dire qu'une une commence à 6h du matin, et elle part dans le milieu de journée, et une autre qui reprend derrière pour finir le soir. Ces personnes-là, elles sont payées au SMIC. Et elles vont partir à la retraite à 63, 64 ans. Je n'arrive pas à expliquer que cette personne-là, on va lui demander de travailler jusqu'à 64 ans. Et que en même temps, une personne qui travaille à la SNCF partira beaucoup plus tôt. Et que c'est la personne qui a un métier dur, qui travaille jusqu'à 64 ans, qui, au travers de ses impôts, va payer la retraite au conducteur de la SNCF qui est parti avant elle à la retraite. Avant lui. 3,46 milliards d'euros, c'est de la petite économie. T'es sympa, Coria, mais alors si c'est de la petite économie, je vais t'envoyer mon RIB et tu vas me faire un petit virement de 3,46 milliards d'euros, tu vois. Oui, mais ça, je suis d'accord avec toi que il faut aller plus loin, mais tu fais pas 170 milliards d'économies en un PLF. Tu dois aller plus loin, tu dois travailler. Et en fait, l'équilibre des comptes, c'est une action qui doit prendre des années. Et par contre, mais, tu vois, tout le monde veut récupérer les 3 milliards, tu vois, Faël. Là où, par contre, attention, c'est pas un bleu de Bantignon, hein, c'est le bleu budgétaire. Voilà, c'est pas un fromage. Hein. Et il va pas voir ton fromageon en lui demandant je veux un bleu budgétaire. Il va pas savoir ce que c'est. Par contre, ce pourquoi je suis opposé, Coria, je suis favorable à la réduction des dépenses, à la maîtrise des dépenses. Je suis défavorable à ce qui a été fait par le passé, c'est-à-dire la stratégie du rabot. Je rabote. Voilà, j'enlève 2% ou 3% à tout le monde. J'y suis pas favorable. Ah non, Sébastien, ce dont tu parles, c'est une dépense qui existe depuis que je suis député depuis 2017. Hein. C'est pas... là, ce qui s'est passé avant les JO, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais j'y suis aussi farouchement défavorable. Désolé Hugo, je réponds pas à ton remarque. La suppression des départements. J'y suis favorable et défavorable. Qu'est-ce qu'un département ? Si on considère que le département est l'entité juridique, excusez-moi, si on considère que le département est l'entité politique, si on considère que le département est l'entité politique, je suis favorable à sa suppression. Je considère qu'aujourd'hui, cette strate politique départementale pourrait être supprimée. Si on considère que le département est l'entité physique, celui d'une frontière géographique, alors je ne suis pas favorable à sa suppression. Notre histoire est ainsi faite que, il me semble, que les Françaises et les Français sont attachés à leur département. Allez voir quelqu'un de Vendée. Lui dire qu'on va supprimer le département de Vendée, zone géographique, je vous le dis clairement, il sera défavorable. À dire à un Corse qu'on va supprimer les départements de Corse, je crois qu'il y sera défavorable. Mais je crois qu'en effet, on peut supprimer l'entité politique. Tu
Tu vois, déjà, Telly dit qu'elle y est défavorable à la suppression du département. Et si les gens sont sur... si Hugo diffuse ma chaîne, j'encourage les personnes qui me regardent sur la chaîne à Hugo à follow ma chaîne Twitch. Voilà, j'en profite, petit moment publicité. Euh, J'ai même allé plus loin. Parce que j'ai beaucoup réagi, j'ai beaucoup réfléchi sur le sujet. Exactement, c'est tout à fait ça. Faites-le. Euh, sur les élections. Je suis sûr que si je vous pose la question, même vous qui êtes intéressé par la politique, la compétence d'un président de département et la compétence d'un président de région, je suis sûr qu'il n'y a pas la moitié qui est capable de me donner les compétences de chacun. Et c'est normal, parce qu'en fait, c'est super compliqué. Et parfois même, certains font les deux en même temps. Et donc, quand on demande à nos concitoyens d'aller voter pour un élu départemental ou un élu régional, ils n'ont pas forcément envie de se déplacer parce qu'ils ne comprennent pas forcément l'impact de leur vote sur leur vie au quotidien. Donc, d'un point de vue personnel, je serais plutôt favorable à ce qu'on voit pour supprimer l'échelle départementale politique, garder l'échelle régionale et que les élections pour définir les élus à la région se fassent au même moment que les élections pour les élections municipales. Est-ce que c'est uniquement les élections municipales et après certaines personnes qui partent à la région en fonction du score? Est-ce que ce sont deux élections qui se passent au même moment? Je ne sais pas vous répondre, il faudrait réfléchir et j'ai pas de position précise. Mais je crois qu'il faudrait supprimer ces élections qui donnent que peu de sens à nos concitoyens. On vote pour, on met en place donc des élus municipaux qui eux-mêmes créent des agglomérations, ce qu'on appelle des EPCI, et des régions. Donc moins de votes pour des personnes, pour des élus départementaux, élus régionaux, mais plus de votes pour des sujets sociétaux. Salut le Romain éthique. Est-ce qu'il faut, selon vous, oui ou non, légaliser l'usage du cannabis? Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai du mal à apporter une réponse, bien que je pense y être favorable, mais il faudrait un débat. Mais clairement, si on mettait ce sujet au vote, je peux vous dire qu'il y aurait un taux d'abstention extrêmement basse. Et je crois que pour relancer notre démocratie, il faut moins de votes pour des personnes et plus de votes sur des sujets qui touchent au quotidien de nos concitoyens. Que penses-tu de la présence des ours dans nos belles montagnes? Eh bien, je suis désolé, Christagre, je ne sais pas te répondre. C'est un sujet que je ne connais pas. Et pour te contacter, pour te répondre, il faudrait que je travaille le sujet. Je pourrais dire j'y suis pour, j'y suis contre. Pas de langue de bois, mais quand on sait pas, on sait pas. J'ai pas à raconter une histoire parce que je ne le sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est que je suis contre la présence de loups dans nos belles montagnes. Parce que ça, c'est un sujet que je connais un peu mieux. Pourquoi 3615 My Life. La minute Denis Masseglia. Comme vous le savez, je suis député de Maine-et-Loire et plus précisément de la circonscription de Cholet. C'est-à-dire que c'est une circonscription qui est dans un territoire plutôt de plaine, dans le nord-ouest de la France. Mais je suis originaire d'un petit village qui s'appelle Breil-sur-Roya, dans les Alpes, au niveau de la frontière italienne. Et quand j'étais gamin, j'habitais donc à la campagne, et arrivaient les périodes d'alpage, il y avait les brebis qui montaient à la pâture, et je me mettais sur le bord de la route pour regarder ça.
Et ce que je peux vous dire, c'est que ouais, je peux faire ça. Quand ils ont mis le loup, quand ils ont mis le loup, eh ben, la plupart des bergers ont dû arrêter parce que quelques années après, leur brebis s'était fait tuer. Juste 2 secondes, je vais faire une mini pause. Je vais mettre Hugo sur Discord parce que je crois qu'il a envie de dire des choses que j'espère sont intéressantes. Bonjour monsieur le député, comment allez-vous? Allô Denis? Allô? Denis, t'as pété la machine? Denis? Bonjour le chat. Bon, abonnez-vous à Hugo Perchoir. Hein. Franchement, nous on parle vraiment de l'actualité politique. Chez nous, il n'y a pas de langue de bois. Et puis moi, je passe à la télé par rapport à Denis. Je passe plus à la télé que Denis, c'est vous dire. Ouais, est-ce que vous entendez Hugo? Oui, est-ce que moi je parle tout seul depuis tout à l'heure, Denis, ça va très bien. Hein. Il y a de l'écho, c'est ça que vous me dites, ça que tu me dis, Telly? Est-ce qu'il y a de l'écho? Ouais, attends, il faut que je coupe certains micros et tout ça, Non, bougez là, pas. c'est bon, ça marche. Là, je crois que ça marche. C'est Denis. bon maintenant, super. Bon, qu'est-ce que tu Ouais, racontes de beau? Alors, t'as pas voulu venir ce soir streamer avec moi, alors t'as fait ton fainéant. Tu sais bien qu'il y a le projet de loi fin de vie que je stream en intégralité. Et surtout à 20h, j'avais pas la tête de liste, j'avais une candidate de lutte ouvrière aux européennes. D'ailleurs, voilà, je lance, toi qui es macroniste, tu as peut-être des contacts de candidats, puisque moi, le responsable presse me fout des vents depuis à peu près plusieurs semaines. Donc, si tu as des candidats dans position éligible dans tes 06, je suis preneur, mon cher Denis, puisque la Macronie, je sais. C'est marrant, j'ai discuté avec quelqu'un qui était, tu sais, en position éligible il y a 2 mois. Et là, il me fait ouais, bah, je suis plus en position éligible maintenant, qui était un peu dégoûté. Alors, sur Voilà. ta remarque de est-ce que je sais s'il y a un projet de loi ce soir dans l'hémicycle, bah, ouais, en fait, je crois que je suis un peu au courant. Est-ce que tu as des amendements, toi d'ailleurs, Denis, sur le sujet? Non. En fait, j'ai pas d'amendement parce que j'ai travaillé en circonscription. C'était quand? C'était jeudi soir. J'ai fait un atelier. Et en fait, la date de dépôt d'amendement était déjà arrivée à la fin. Et en fait, la réalité, c'est que tous les sujets sont déjà déposés par mes collègues députés de tous les bords politiques. Donc, le sujet pour moi, c'est pas. Co-signé quand même ou pas? Même pas. En fait, j'avais besoin de construire ma réflexion et je l'ai faite par rapport aux échanges que j'ai pu avoir jeudi. Maintenant, les amendements, ils vont arriver. C'est le vote qui va faire, qui va trancher. Non, j'entends, il y a El Jaganto qui dit il est de la majo aussi, c'est bon. Donc bon, ça s'entend, mais après, en vrai, la majorité a déposé quand même beaucoup d'amendements. Moi, j'ai discuté avec un député de la majo qui, en off, me disait ça va être tendu en vrai, parce que la majo, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont pas morts, enfin, qui sont pas morts, qui sont pas pour, etc. etc. Donc voilà. Effectivement, c'est très troublant pour mon chat parce qu'il y a un décalage entre toi, entre ta caméra et ce que les gens voient. Donc c'est un peu déstabilisant pour eux. Juste un truc, j'en profite, je réponds parce que non, le loup, il a été réintroduit dans le parc du Mercantour. Ça a été réintroduit par des personnes qui l'ont fait. Voilà, c'est un choix personnel. Et donc là, moi j'aime beaucoup. Juste mon son, Denis. Va sur Discord, baisse juste un peu mon son. Ouais, mon je te chat fais me ça. dit que ça pète les oreilles. Voilà. Salut Alerte Info, j'espère que tu vas bien. On est avec Denis Masseglia. Oui, pour ceux qui nous rejoignent, on est avec le député Denis Masseglia, qui est député de la majorité, qui a une hebdomadaire sur Twitch, où il parle de l'actualité, répond un peu sans langue de bois, enfin quand même avec de la langue de bois, quand même un peu de temps en temps beaucoup. Ça va Denis? Ah, il m'a ban? Ah non, Denis, t'as coupé. Denis, il a fait. Non, en fait, j'ai tellement baissé le son que je t'entendais plus. Ah, merci Jean-Bernard pour le sub. Merci beaucoup pour Ouais, le sub. par contre, moi je vois que tu diffuses mon émission sur ta chaîne Twitch et je vois toujours pas mon nombre de followers qui monte. Donc voilà, un petit coup de gueule là. Les gars qui êtes. Le peuple, comment Denis Masseglia vous parle? Moi je dis manifestation. Manifestez-vous en venant me follow.
Sauf que le problème, Denis, n'oublie pas que quand même bien 20% de tes followers viennent de chez moi quand même. Tu pourrais, s'il te plaît, me donner l'étude qui prouve tes propos? Oh bah vas-y, je demande à Yara de m'envoyer tes 200 derniers follow, ils viennent de chez moi. Hein. Ben, moi, j'ai aucune preuve qui le fait. Et merci, Feu Follet 84. Enfin, quelqu'un Bah, ils viennent de chez moi, feu follet. responsable. Ils viennent chez moi. Ah, ben oui, en même temps, je viens d'en faire la publicité. Bon, et là, alors, Ouais. tu m'as dit que là, tu streamais ce soir jusqu'à minuit. Ouais, demain jusqu'à 19h, 20h, puisque je dois aller à l'Assemblée nationale demain soir. D'ailleurs, si tu veux qu'on se prenne un café à la pause de 20h, je suis preneur. Puisque je vais installer mon matériel de stream au sein du groupe communiste. Puisque jeudi, tu es au courant, je pense, il y a la niche communiste en intégralité que je vais streamer de 8h à minuit 30 avec des invités politiques. J'espère avoir une dizaine de députés communistes et GDR qui seront du coup mes invités pour parler de leur projet de loi. Alors, Proposition de loi, pardon. demain, je peux pas te faire boire un verre avec moi parce qu'en fait, je stream avec Telly. Depuis l'Assemblée. Bah, moi, je suis à l'Assemblée Et et ben, je elle, débarque. ah ben, je sais pas si Telly est d'accord, mais il faut poser la question à Telly. Ouais, Telly, elle est follow à ma chaîne. Encore une. Ça va. Enfin, Telly, elle me suivait avant que tu fasses ta chaîne Twitch. Hein. Il va falloir aussi un peu remballer la grosse tête. Hein. Oh, monsieur Masseglia. Écoutez, monsieur Masseglia, j'ai 5 fois plus de follow que vous. Hein, Bah, mais on va mec, rester à sa place. Hein, toi, c'est ton métier. Tu fais ça tout le temps. Moi, c'est Pour quelque citer un chose. chanteur, je suis le streamer, meurs, c'est un beau métier. Je comprends Fais de pas la ta. vulga, Et ce mec, il est insupportable, vraiment insupportable. Oui, alors moi, je suis chez Denis avant. En fait, la question que posait Hugo Telly, c'est il veut streamer avec nous demain, il veut participer au débat. Alors que nous, on avait des choses intéressantes et importantes à dire, il veut y participer. Et la question, Déjà, tu streams de quelle heure à quelle heure, Denis? je stream de 20h à 21h, voire 21h30 avec Telly, parce qu'après, il faut que je retourne dans l'hémicycle, bien entendu. Et la question, donc, Telly, qui est demandée, ou qui est posée par Hugo, c'est dire, est-ce que je peux venir streamer avec vous? Parce qu'en fait, je m'ennuie, j'ai que ça à faire, et j'ai Non, envie d'intervenir. crois pas. Mais attends, excuse-moi, Denis, est-ce que tu veux que je sorte le message de Yara dans mon chat il y a 2 heures où il fait oui, Hugo, Denis, il aimerait bien que tu viennes dans l'émission ce soir. Est-ce que tu serais dispo? Hein donc Bah, attention, monsieur le député, ne faites pas des raccourcis. On a l'impression d'avoir un député les Républicains. mais Attention. tu sais, Hugo, j'étais tout à l'heure à la Flamme Olympique, le parcours de la Flamme Olympique à la Romagne dans ma circonscription, et j'étais de bonne humeur. Et comme j'étais de bonne humeur, j'ai eu un moment de faiblesse. J'ai dit, allez, tiens, on va inviter Hugo par gentillesse, faire ma BA de la journée. Que veux-tu? Un jour, ça va me coûter. Ouais, t'as raison, Telly. Disons, Telly, il vient demain ou pas, Hugo, alors, sur notre stream ou pas? Attention, je vais faire une Sébastien Delogu en mettant le logo de ma chaîne. Attention, Denis. Bah, si t'as envie, hein, tu fais ce que tu veux. De toute façon, moi je suis pas membre de l'Assemblée, donc je suis pas concerné. Bon, en vrai, Denis, est-ce que c'est pas un peu disproportionné l'exclusion, la censure avec exclusion temporaire? Est-ce que, comme Naïma Mouchou, on n'aurait pas plutôt fait une exclusion, une censure simple? Moi, j'en sais rien. Ben, ce que je te propose, Hugo, vu que tu cherches parfois du contenu pour ta chaîne, ben, demain ou après-demain, quand tu as une petite pause, tu reprends mon stream et tu diffuses ce que j'ai pu dire tout à l'heure. Il est fort. Il est fort pour qu'il y ait... Tu vois, c'est ça le bon politique. La différence entre le bon et le mauvais politique. Et là, vous le voyez, le chat. On voit son petit sourire où il est tout content de sa petite phrase. Vous voyez comment il est tout content? On le voit, le chat. Vous voyez, c'est un bon communicant. On l'entend rire en plus. C'est un bon communicant. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai un abordé le mauvais sujet. député, mais un bon communicant. Non, c'est Ouais. pas vrai, c'est pas vrai. Et Je plaisante. il me reste 8 minutes avant que ça reprenne, donc je dois arrêter, mais je vais te répondre rapidement. Parce qu'en fait, le problème, c'est que je vais te répondre trop rapidement. Et quand on répond rapidement, on n'aborde pas l'intégralité des sujets. Mais pour faire rapide,
moi, je suis très touché et affecté par ce qui s'est passé à Rafah. Et je pense que ce sujet, l'Assemblée nationale doit s'en saisir, doit l'aborder, parce que ce qui se passe là-bas enfin, me fait dire que le politique doit exprimer son désaccord. Et en même temps, on peut le faire dans un cadre démocratique, avec des prises de parole qui peuvent être avec cœur, avec conviction, avec énergie, mais qu'on n'est pas là pour faire du buzz. Et ce qu'a fait Delogu, c'est un buzz. Il est très content ce soir, j'en suis sûr. Il a son article de presse et il est devenu la star des réseaux sociaux aujourd'hui. Grand bien lui fasse, mais il n'aura rien abordé et il n'aura rien fait avancer sur le sujet. Et c'est là où j'aurais une critique, c'est que la politique, c'est pas la punchline, c'est pas le coup médiatique, le buzz. La politique, c'est le travail de fond. Et c'est la critique que je vais lui faire. Maintenant, est-ce qu'il fallait le sanctionner aussi durement qu'il a été sanctionné? Ben en vrai, j'en sais rien. Je sais pas te répondre. Ouais. Voilà, je sais pas te répondre. On ne peut plus rester sans réaction et avoir réaction, c'est pas prendre parti. Oui, on ne peut plus rester dans la... Oui, mais on peut dire que c'est inacceptable. On peut dire tous les mots qui sont dans un cadre légal en disant c'est une atteinte à la dignité humaine. Enfin, on peut le dire. Mais là, il a pas dit. Il a fait son buzz. Et ce Et soir, tout le monde passe la photo dans les chaînes de télévision. Il a cherché d'être visible, il est visible, point. Et ton collègue Guiraud et Meyer Habib qui se bousculent et s'insultent de porc, de pourriture, etc. Dans la salle des 4 colonnes, pour toi, faut sanction contre eux aussi ou pas? Je laisse les personnes compétentes déterminer s'il faut des sanctions ou pas. Moi, je ne le sais pas. J'étais pas là. J'étais pas là. J'ai vu sur les réseaux sociaux quelques éléments. Je n'ai pas là. Moi, ce que je peux dire, c'est que le rôle du politique, le rôle du député, c'est d'aborder les sujets pour, quelque part, permettre à nos concitoyens d'avoir une vision éclairée et que ce débat leur permette, si possible, à ce qu'il n'y ait pas de tension dans notre société. Je trouve qu'aujourd'hui, les députés, ils rajoutent de l'huile sur le feu, alors que justement, le rôle du député, ce serait de se prendre des décisions pour éviter les tensions dans notre société. Voilà. Je suis très critique aujourd'hui envers toutes ces députés et tous ces députés qui, pour des ambitions politiques et ou des visibilités, rajoutent le feu, rajoutent des tensions dans notre société, mettent de l'huile sur le feu. Voilà, je suis très critique et je te cache pas que ce qui se passe à l'heure actuellement, j'arrive plus à parler, ce qui se passe à l'heure actuelle me met mal à l'aise. Et autre sujet, le vote là qu'il y a eu tout à l'heure sur le projet de loi agriculture qui était assez serré, plus serré qu'attendu, hein. Même Sandrine Rousseau, qui était notre invitée tout à l'heure, a dit que c'était plus serré qu'attendu. Toi, tu t'attendais à un vote aussi serré ou pas? Oui, je m'attends à un vote serré. Je m'attendais à un vote serré. Et ce que je peux te dire, après, on a déjà parlé en plus, Hugo, de ce point-là. Moi, je suis assez pessimiste quant à la capacité qu'a le gouvernement de faire avancer des textes de loi de ce type-là dans les prochains mois. On va commencer à voir des oppositions qui vont se préparer sur les élections présidentielles de 2027 et qui vont donc vouloir faire tous les coups politiques. Et il va y avoir dans la majorité des personnes qui vont vouloir se positionner pour les prochaines échéances électorales, qui vont vouloir faire des coups politiques. Et malheureusement, c'est la transformation de notre société qui va être impactée. Aujourd'hui, on a des réformes importantes à faire, dont celle du budget, on en a parlé rapidement tout à l'heure. On a des déficits trop importants, il faut faire des choix. Et j'ai peur que comment dire, que les ambitions personnelles, tant collectives, c'est-à-dire de partis politiques, qu'individuelles, c'est-à-dire d'hommes politiques, soient au détriment de ce qu'il faudrait faire pour notre nation et nos concitoyens. Voilà, donc je suis assez pessimiste, inquiet, et en même temps, je continuerai toujours à construire, tant que je le peux, des compromis, et je voterai toujours ce qui me semble être le mieux pour nos concitoyens. Eh bah très bien. Bah écoute, Bon, Telly, elle a dit si je suis capable de me tenir sage, c'est toi qui vois. mais donc, est-ce que tu es capable de te tenir sage? Oui, je pense.
problème, c'est quand on parle de jeux vidéo, le mec, il sait même pas ce que c'est l'e-sport, et il va venir parler de jeux vidéo. Non mais il va se calmer, le député macroniste. Là, non, mais je sais pas quoi que c'est le jeu vidéo. Non mais ça va, oui. Je suis un professionnel sur Picross Katana. Calme-toi. D'accord. Est-ce que tu peux m'expliquer, s'il te plaît, la périodicité du crédit d'impôt jeux vidéo? Bien sûr. C'est combien de mois? C'est un crédit d'impôt sur le jeu vidéo. Qui dure combien de temps? Un crédit d'impôt, je dirais 4 mois. Voilà, 3 ans. Merci, au revoir. 4 mois, 3 ans, c'est qu'une question de chiffre, monsieur le député. Vous savez, Mhm. moi, je pense que les Français s'en moquent. Eux, ce qu'ils voient, c'est l'absence de résultats dans leur porte-monnaie, monsieur Masseglia. Vous Ah savez, moi, bon? je ne lis pas les projets de loi. Je ne lis pas les projets de loi. Moi, je suis comme les Français. Je regarde les résultats. Et les résultats, c'est zéro, monsieur Masseglia. J'entends, mais tu vois, encore une fois, à force de vouloir faire du Rassemblement national, tu as le même niveau intellectuel que le Rassemblement national. L'évolution des critères d'obtention du crédit d'impôt qui ont été revus à l'échelle européenne en 2022 ont permis de multiplier par 2 le nombre de projets qui peuvent bénéficier du crédit d'impôt jeux vidéo, dont principalement les jeux sur mobile. Voilà. Et sinon, je rappelle que quand on regarde les chiffres très précis, la mise en application, l'évolution du crédit d'impôt jeux vidéo en 2017 a permis d'augmenter par 260% le chiffre d'affaires réalisé par la vente de jeux vidéo en France, alors que sur les pays équivalents qui n'ont pas mis en place d'évolution du crédit d'impôt, l'augmentation est seulement 67%. Et ouais, T'aurais pas une proposition de loi sur l'e-sport bientôt, toi? ouais, mais ça n'a rien à voir. Si tu mélanges le jeu vidéo et l'e-sport, c'est à côté de la plaque. Oui, mais l'e-sport est une pratique du jeu vidéo. Une pratique Euh, sportive du jeu vidéo. L'e-sport est C'est une pratique de personnes qui utilisent un jeu vidéo. Mais Ouais. sur ce Bah, point-là, c'est comme le vélo et le cyclisme et le cyclisme. Le cyclisme utilise un vélo pour le cyclisme. C'est la même chose. t'as vraiment des comparaisons pourries, toi. Bah, je suis un cycliste. La gueule du cycliste. Euh, Ça va, oui, le rugbyman là de Wish. euh, Attention. alors, mon cher Hugo, sache que je suis meilleur cycliste que je ne suis rugbyman. Que Bah, il manque malheureusement, plus qu'à créer l'équipe de cyclisme parlementaire. Hein. malheureusement, dans ma commune rurale, il n'y avait pas d'équipe cycliste, mais s'il y en avait une, je pense que j'aurais eu des résultats assez intéressants. Mais on n'est pas là pour parler de moi, mais par rapport à ta question sur la proposition de loi sur l'e-sport, oui, je commence à travailler dessus. Clairement. Merci pour la blague, on parle de vélo, Hugo en connaît un rayon. Super. Allez. Attends, normalement, je peux faire un truc avec Discord. Attends, bouge pas, normalement, j'ai... Bravo Hugo. Donc, par rapport à l'e-sport, il est insupportable ce mec-là. Par rapport à l'e-sport, en effet, je souhaite avancer sur une PPL. Et donc, je reviendrai vers vous. Alors, question, Massiglia, tu es en contact avec les pontes de l'e-sport en France, les Erator, Kameto, etc. Ils veulent pas se mélanger à la politique et se sentent souvent floués pour ça. Quand ça leur est arrivé, ça se passe bien. Stéphane, ta question est alors extrêmement intéressante, mais alors très 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 intéressante. Mais là, tu vois, il faudrait que j'aille dans l'hémicycle. Et pour y répondre, il faudrait au moins que je prenne un quart d'heure. Et j'ai pas le temps de pouvoir te répondre. Donc, ce que je te propose, Stéphane, c'est d'aborder le sujet la prochaine fois, parce que j'ai beaucoup à dire là-dessus. Vraiment beaucoup à dire. Hugo Perchoir, manifestant, connaît mieux le processus de formation de la loi et le contenu de celle-ci. Mais c'est surtout qu'elle est pas publique, sa proposition de loi. Il nous en parle quasiment pas de ce qu'il va mettre dedans. Alors je suis obligé d'improviser. Hein, je suis obligé de faire comme les ministres après les annonces d'Emmanuel Macron. Ah, mais par rapport à ce dont tu parles, Hugo, pour parler de cette proposition de loi, il faudrait encore qu'il y ait des mots décrits. Sache de quoi je vais parler. Ah non, mais j'ai déjà aujourd'hui 3 articles qui sont clairs dans ma tête. Un sur l'article 101 pour une République numérique sur lequel je vais faire une modification. Un sur l'article 102 pour la République numérique, je vais faire une modification. Et 3 sur un autre sujet dont je ne veux pas parler encore aujourd'hui. Mais je suis qu'au début de ma réflexion. J'ai du travail à faire, j'ai des gens à rencontrer. Enfin, la politique, c'est pas s'asseoir dans un canapé et en dire « Ah ben j'ai une super idée, je vais faire ça ».
C'est du travail. Pour construire une PPL, il faut travailler, 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 travailler. Il y a Ah Christian ben qui par dit allez rapport Hugo Perchoir. à Stéphane, ce que tu disais, le jour où j'arrive à 50 $, ce qui est pas pour tout de suite, hein, parce que je touche que quelques centimes à chaque émission, je suis pas un riche comme Hugo. T'es mal la gueule du riche. Oh la euh, gueule. Avec ses 200 € de Twitch mensuel. Oh putain, euh, je vais rouler sur la planète là. le jour où j'ai les 50 $ que je vais pouvoir les récupérer, alors je les verserai à une association et laquelle la décision n'est pas prise, mais je peux déjà prendre un engagement, c'est que le jour où j'y arrive, pour peu que j'y arrive, ce qui n'est pas fait, on en parle ensemble. On en parle ensemble, mais Moi, ça je sera propose que ce certainement soit un don à l'association des amis d'Hugo Perchoir. Voilà, on non, parle comme parce que ça ça. serait, c'est pas caritatif, mais peut-être voilà, ça serait pour un événement Caritatif pour moi. caritatif de type Déserbus ou autre. 50 $, c'est que 30 subs, non? Je sais pas combien c'est de subs. En vrai, je suis pas sur Twitch pour faire du sub ou autre. Je suis juste là pour essayer de. Du coup, balancez vos subs chez moi, du coup. Bah, la réalité, D'ailleurs, c'est que. j'ai pas vu de shout-out de ta part sur ma chaîne. Yara, j'ai pas vu de sub sur ma chaîne, de shout-out concernant ma chaîne. Moi, je dis ça, je dis rien. Moi, je sais rien. Moi, ce que je sais, c'est que je suis abonné à ta chaîne pour que tous les mois, tu puisses toucher quelques euros de ma part. Moi, d'ailleurs, une PPL pour qu'il y ait un juste revenu des entreprises privées envers ceux qui créent la richesse de ces entreprises privées. Moi, je dis ça pourrait être un article, un amendement intéressant. Après, c'est ma propale. Voilà. Oui, où on pourrait voir un accompagnement du CNC quant à la création de nouveaux contenus. Pourquoi pas? Mm. Ouais, mais le problème, c'est que l'accompagnement du CNC, il faut avoir genre 10 000 abonnés. Donc, c'est une tanasse pas possible. Pas forcément, parce que si tu t'intéresses aux jeux vidéo, tu as aujourd'hui le fonds d'aide aux jeux vidéo qui est un accompagnement des toutes petites structures qui se lancent et des petits projets. Pourquoi pas un fonds d'aide aux influenceurs ou un fonds d'aide à la création de contenu? Et d'ailleurs, je t'encourage à te rapprocher de quelques influenceurs qui ont pu par le passé bénéficier d'accompagnement de la part du CNC. Ça va arriver, ça va arriver. Il y a des surprises à la rentrée, je peux pas vous dire, mais il y a du projet à la rentrée. Si ça se fait, même Monsieur Masseglia, ce sera chez moi qui viendra et non pas l'inverse. Attention. On verra, on verra, on verra. Bon, Hugo, c'est un plaisir d'échanger avec toi. Je pense que ça a déjà repris à l'Assemblée parce que j'ai entendu la sonnerie et que moi, je suis en train de discuter avec vous et donc je suis pas en train de faire la mission qui est la mienne, c'est-à-dire voter des textes de loi. Donc, je vais devoir vous laisser. Alors oui, go Red Hugo, je vais faire ça. Maintenant, il faut que j'arrive à le faire. Tu sais qu'Yara peut le faire pour toi, Denis. Ah ben voilà, Yara, il va le faire. Je rappelle que c'est quand même ton employé, donc faut en profiter, il faut rentabiliser ton investissement, Denis. C'est pas l'investissement de Denis, c'est l'investissement de l'Assemblée nationale. Bon, sur ce, on raid Hugo. Bonne soirée à tous, merci, et à demain avec Telly, et peut-être Hugo si il me confirme qu'il veut bien venir. Si le bureau de l'Assemblée me laisse rentrer. Ça, aucun problème, c'est moi qui te fais rentrer. Salut Denis, à la prochaine. Bonne soirée à tous. Ciao. Donc oui, et pour répondre à ceux qui